Bonjour à tous, je m'appelle Simon Velbéoc, je suis chez Octo Technologies depuis 6 ans et demi et ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille dans le domaine du web. Avant de commencer, j'aimerais poser une question à voix haute, donc je vais vous demander de participer un peu, il se fait tard dans la journée, c'est un peu pour vous réveiller. À main levée, qui débug à coup de console log sur le front? Pas tout le monde, mais une grande partie, très bien. Je lève la main aussi, hein, je le fais aussi, il n'y a pas de honte à ça. Par contre, on pourrait se dire, le console.log, c'est pratique, c'est rapide, on peut en mettre facilement, avoir l'affichage directement. On fait du console.log et puis c'est tout. Et là, je repose mon micro et je repars de la conférence et vous avez gagné du temps, vous pouvez aller retourner voir une autre conférence. Mais non. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ça déjà? Déjà, le console log ne fonctionne pas exactement comme on le pense. Là, je vais écrire, hop, une petite variable A qui a un attribut Z, qui a lui-même un attribut qui a un objet avec A qui vaut 2 et B qui vaut 2. Donc dans vos scripts, vous avez des objets bien plus complexes que ça. Là, l'idée était d'avoir un objet assez simple. Je vais console.log de mon objet A. Donc là, on a notre objet, il n'y a pas de souci. Et malheureusement, dans notre code, par exemple, imaginons votre utilisateur, il y a une mutation dans son prénom, donc a.z.a qui vaut 3. Et maintenant, heureusement, j'ai fait un console log au-dessus. Donc, qui pense que quand je vais déplier le z, a vaudra 2. Donc la valeur qui est au moment où je l'ai fait ici. Ok, qui pense qu'il vaudra 3? Qui n'en a absolument aucune idée? Ok. Alors, la bonne réponse, c'était la réponse 2, puisqu'en fait, quand on fait un console.log, il ne log pas l'objet en direct, mais une référence vers l'objet. Et donc, forcément, quand il y a une mutation, même si on fait le console log, on va avoir le console log de la mutation après coup. Donc même si on écrit le console log avant cette mutation-là, elle sera quand même affichée. Donc pensez déjà, si vous faites des console.log, faites des console.log de json.stringify de votre objet. Je vous en supplie, sinon vous pouvez passer des heures et des heures pour justement trouver d'où viennent certaines erreurs. Ensuite, au-delà du console.log, vous avez sûrement du console.log des tableaux, c'est pas très beau, c'est pas très joli, on a aussi les problèmes de mutation comme on les a sur les objets, et en plus de ça, si vous voulez trier, c'est pas très pratique. Donc il y a un truc qui est génial, qui s'appelle le console.table, qui vous fait un super affichage comme ça, et vous pouvez trier selon les champs que vous voulez. Donc là, par exemple, on a des noms, des ID, des polygrammes, des prénoms, vous pouvez trier facilement par ordre croissant, décroissant, réinitialiser vos tableaux, et donc c'est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus pratique qu'un simple console.log. Hop là, il veut pas passer. Tout à l'heure, allez, je vais encore vous faire participer. Tout à l'heure, est-ce que vous avez participé à la conférence sur les niveaux de bugs? Non, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Très bien. On a parlé. Du coup, je vais m'étendre un petit peu plus là-dessus. Donc, vous utilisez peut-être déjà les console.info, console.warn, console.error, mais il y a plusieurs raisons de les utiliser. Il y a 3 raisons principales pour pouvoir les utiliser. La première raison, je vais vous la montrer, mais vous la connaissez puisque vous l'utilisez sûrement pour cette raison-là. C'est que quand vous les faites ici, ça les hop là, on est en dessous, ça nous met du rouge, ça nous met du jaune, ça nous met du blanc, on a tout de suite l'information, c'est beaucoup plus rapide, et en plus de ça, on a une petite stack trace dans les errors et les warnings, donc ça c'est plutôt positif. Ça c'est le premier avantage des 3 avantages. Deuxième avantage, vous pouvez filtrer, alors attendez, je vais mettre quelques erreurs en plus, vous pouvez filtrer à gauche directement les erreurs, les warnings ou les infos, et donc vous n'avez pas les autres messages. Et donc là il a regroupé. Là si je vois ici, je vois que mes 3 erreurs, c'était 3 erreurs on-click sur mon bouton HTML ligne 116 et console error ligne 37. Je vais remettre tous les messages d'erreur. Et enfin, le dernier avantage, c'est que si vous utilisez un outil de centralisation de log de type Datadog ou Sentry, vous pouvez filtrer le niveau d'information que vous voulez remonter, parce que peut-être que vous ne voulez pas remonter toutes vos informations, mais vous voulez remonter vos warnings et vos erreurs.
hop, excusez-moi. Parfois, vous voulez aussi chercher des bottlenecks dans vos applications. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui, comme moi, pendant très longtemps, faisaient const time 1 égale new date, const time 2 égale new date, const date diff égale date 2 moins date 1, console.log de date diff, etc., etc. Et à chaque fois qu'on voulait avoir des différences de date, on devait ajouter des étapes intermédiaires. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne à peu près. La meilleure nouvelle, c'est que je vais vous dire quelque chose. Maintenant, vous n'avez plus besoin de le faire, puisqu'il y a console.time qui existe. Vous faites console.time avec avec ce que vous voulez. Donc là, par exemple, charger dispo. Je fais console.timelog de charger dispo. Et donc là, à chaque passage dans mon chargement de disponibilité, il va me dire combien de temps est-ce que ça a pris pour charger cette disponibilité, et console.timeEnd, je termine justement ce chargement et je dis voilà combien de temps a pris le chargement. Toutes les astuces que je vous ai dites jusqu'à maintenant fonctionnent sur Chrome, sur Firefox et en Node. Donc vous pouvez par exemple, si vous avez du Node dans votre repository, vouloir afficher un petit script assez sympa, vous pouvez faire une petite boucle avec console.info dans votre repo, console.info chargement, console.timelog qui vous permettra d'afficher le temps d'exécution, et un console.clear, et donc ça vous fera un vrai petit chargement très sympa. Si on a le temps à la fin, je vous le montrerai, j'ai un exemple, mais je ne pense pas qu'on aura le temps. Maintenant, c'est bien gentil, on peut faire des consoles.error, mais on veut pas forcément polluer, le code. Donc du coup, si jamais j'ai un résultat qui vaut tableau vide, je veux afficher une erreur dans mon navigateur en disant normalement je dois toujours recevoir des données. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que quelqu'un a une idée du coup? De manière très simple. Là c'est la réponse, c'est déjà la réponse. La réponse très simple, c'est de faire un if result.length, alors la version qui n'a pas d'erreur, voilà, console.error de error, et là on affiche l'erreur. Et là, donc toi, tu as donné la bonne réponse, puisque tout simplement, là, on se dit, c'est cool, on a réussi à n'afficher le message d'erreur que quand il y a l'erreur, donc j'ai pas pourri la console de mon utilisateur. Par contre, j'ai pourri mon code. J'ai mis une condition pour juste un message d'erreur. Et donc, du coup, il y a effectivement le console.assert, hop là, de result.length égale 0. Donc différent de 0, pardon, excusez-moi. Voilà, donc là j'ai bien eu mon assertion fail, et si je fais result.push de Toto, pareil, result.push de Toto, et que je refais mon petit console.assert, je n'ai pas d'erreur dans ma console. Donc là, comme ça, j'ai pu faire un test. On peut même l'utiliser pour faire du TDD rapidement en console. Je vous le conseille pas, mais si jamais vous avez besoin, vous pouvez même l'utiliser comme ça. Et du coup, vous ne pourrez ni votre code, ni la console utilisateur. Parfois, ça ne suffit pas. Donc on met nos console log, nos console.info, etc. aux différents niveaux. Donc on va d'abord le mettre dans notre vue, ensuite on va le mettre dans notre contrôleur, on va le mettre dans notre store, on va le mettre dans notre repo. Après chacun a sa technique, console.log de 1, 2, 3, 4, 5, 6, en essayant de trouver l'endroit où ça va aller, etc. On se dit mince, je sais que ça pète ici, mais je sais que c'est appelé de plusieurs endroits, donc je sais pas d'où ça vient. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une petite méthode qui s'appelle console.trace qui va vous permettre d'afficher toute la stack trace. Je vais tout simplement vous la montrer. Ici, je vais clear. Je vais faire un petit console.trace, et là ici on voit, c'est au clic sur mon bouton ici, que ça a déclenché ma fonction console trace sur la ligne 66, qui a déclenché ma fonction 1 ligne 57, ma fonction 2 ligne 60, qui a déclenché mon console.trace ligne 63. Et donc là ici on voit bien mon console.trace.
Au-delà de ça, vous pouvez aussi, dernière petite astuce qui n'est pas directement liée au trace, mais qui est liée au nombre d'exécutions. Tous ceux qui ont fait du React ici ont peut-être eu des surprises avec le React.StrictMode qui exécute 2 fois les hooks au départ. Voilà, je vois des gens qui rigolent, donc je pense qu'il y en a qui voient de quoi je parle. On peut aussi compter le nombre d'itérations par le nombre de fois où il est passé quelque part. Il suffit de faire console.count du label qui nous intéresse et on va directement avoir l'information 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Donc ça peut vous servir dans une boucle comme ce qu'on a ici, ou ça peut servir pour vos hooks en React. Maintenant, c'est bien tout ça. On a vu les consoles. Là, tout ce qui peut vous servir. On va aller maintenant un petit peu plus dans le navigateur. Et je vais vous parler des breakpoints. Pourquoi je vous en parle? Puisque parfois la console ne suffit pas pour débugger. Mais donc du coup, le breakpoint, on peut les faire depuis le navigateur et depuis le code. Ici, qui utilise les breakpoints dans le navigateur? À main levée, gardez la main levée. Ok, est-ce que vous le faites? Gardez la main levée ceux qui le font depuis le navigateur, donc en cliquant sur le petit côté. Ok, très bien. Je vais expliquer très rapidement cette partie-là et je vais vous expliquer comment vous n'allez plus avoir besoin de vous embêter. Donc maintenant, imaginons. Donc là, ce que vous faites a priori, c'est que vous allez dans votre onglet source. Dans votre onglet source, vous allez choisir l'endroit où vous allez vouloir faire votre petit breakpoint. Donc par exemple console log, vous allez cliquer sur cette ligne là. Et maintenant quand je fais console log, j'ai mon debugger qui s'est lancé. Donc si je comprends bien, c'est comme ça que vous le faites la plupart du temps. Et c'est comme ça que on le fait la plupart du temps, même en général. Maintenant, le problème, c'est que si vous faites des programmes en Vue, en React, en Ember, en Angular, ou même sur des gros projets, c'est très très difficile de trouver la ligne sur laquelle vous êtes en train de travailler, même juste le fichier sur lequel vous êtes en train de travailler, c'est extrêmement difficile. Et donc du coup, il y a quelque chose qui est génial. Hop, alors je vais quitter ce breakpoint. C'est la fonctionnalité la fonctionnalité debugger du navigateur. Donc dans votre code, n'importe où dans votre code en front, vous écrivez debugger et là automatiquement, hop, vous avez votre debugger qui s'active. Et donc là, j'avais debugger qui était écrit dans ma fonction, dans une fonction avec debugger. Et là maintenant, je peux aller directement ici, ici et ici. Donc voilà, j'ai ma return value qui vaut 8, j'ai A qui vaut 2, j'ai B qui vaut 2, C qui vaut 3. Et je peux très facilement débugger. Donc comme ça, quand vous êtes dans votre composant, ça fonctionne dans vos composants en direct. Hein. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de les sortir dans des JS à part. Vous le mettez dans votre composant là où vous pensez qu'il y a un bug et le debugger va s'activer automatiquement. Avantage de cette méthode, même s'il faut faire attention, si vos utilisateurs n'ont pas la console ouverte, quand on actualise, le debugger ne s'active pas. Donc je vous montre quand même en cliquant là-dessus, le debugger ne s'est pas activé. Donc c'est mieux de mettre dans le linter le fait d'éviter de garder le debugger, mais si vous le laissez, il n'y aura pas d'impact pour vos utilisateurs. Je vais vous parler maintenant, je vais un tout petit peu trop vite. Je vais vous parler maintenant de comment mieux comprendre vos utilisateurs et mieux comprendre votre navigateur. Il y a 2 mots-clés qui sont très importants à retenir, qui sont peut-être les 2 mots-clés les plus importants. Ça va être très dur, c'est JavaScript et CSS. C'est bon, ça devrait aller? Parfait. Du coup, quand on ouvre la console, comme tout le monde, on fait clic droit, inspecter, ou alors on connaît un des raccourcis pour l'ouvrir, on ouvre la console CSS, on clique, on reclique sur JavaScript, etc. Chrome a pensé à quelque chose de très simple, ils ont dit on fait commande option C pour ouvrir la console CSS et commande option J pour ouvrir la commande JavaScript. Donc ça, c'est un moyen mémotechnique qui est très simple. Donc pour Windows et Linux, c'est CTRL-C, CTRL-J. Donc pareil, même moyen mémotechnique. Donc je vais vous les montrer. Je fais commande option J, j'ai ma commande JavaScript. Je fais commande maj C, j'ai ma console CSS. Hop là, et par contre, celle-ci, on peut pas la quitter avec ça. Et dernière chose
dernière commande magique, pour ceux qui utilisent IntelliJ, c'est l'équivalent du commande maj A, mais en tout cas s'il y a une fonctionnalité qui existe au sein de votre navigateur, vous la trouverez grâce à ça, c'est commande maj P. Je vais vous la montrer. Donc d'abord j'ouvre ma console JavaScript, donc commande maj J, et là je fais commande maj P, voilà. Et là, j'ai toutes les commandes qui existent sur mon navigateur. Donc là, par exemple, je vais aller sur le blog Octo, donc commande option J, commande maj P, et je vais taper achromatopsie. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas voir les couleurs, je peux voir à quoi ressemble mon site pour les personnes qui ne voient pas les couleurs. Il y a 4 maladies principales des yeux qui sont traitées, 4 types de daltonisme différents. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'il me reste très peu de temps, mais en tout cas vous pouvez très facilement émuler ces différents types de maladies pour pouvoir voir comment ressort votre site, si vous avez des contrastes suffisants ou pas. Autre chose que j'aime bien voir, moi, c'est donc toujours commande maj P, c'est d'aller voir les blurred vision. Donc pour toutes les personnes qui ont des lunettes, donc moi si j'enlève mes lunettes, je vois à peu près comme ça. D'ailleurs je vous vois pas au premier rang. Voilà, et donc du coup c'est assez intéressant de voir ça. Ceux qui ont des gros soucis de vue ont souvent une loupe activée, donc vous pouvez voir comme ça, et vous pouvez vous dire est-ce que votre taille de police est suffisante, est-ce que votre contraste est suffisant, etc. etc. Dernière astuce que vous pouvez avoir, toujours commande option P, c'est la reduced contrast. Donc en fait ça c'est pour maintenant tout le monde utilise son téléphone en mobilité et dehors, etc. Et vous voulez où il y a des vieux écrans par exemple, c'est pas le cas ici, on a des super écrans, un super projecteur, donc vous voyez exactement comme moi, mais c'est pas toujours le cas. Donc du coup vous pouvez simuler un contraste réduit qui permet de voir ce que voient vos utilisateurs quand ils sont dans le métro, quand ils sont dehors et qu'il y a du soleil. C'est toujours très utile pour vérifier ce que ça donne. Voilà, tout ça je vous en ai parlé. Dernière partie, c'est vous faciliter la vie. Je vais vous parler, je vais pas vous parler de tout ça puisque j'aurai pas le temps, puisque je vous laisserai le temps pour une question ou deux peut-être. Mais en tout cas, moi je suis développeur. Quand je développe, souvent on me demande de faire des captures d'écran pour voir ce sur quoi j'ai travaillé. Donc là, on fait sur la dernière fois, ouvrir la console, commande maj, parfait, on est bon pour JavaScript. Ensuite, je vais faire commande option P, génial. Vous êtes plus réactif que les dernières personnes à qui j'ai donné la conférence. Et donc là, je vais taper screenshot. Et là, je vais faire capture full screenshot. Et là, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il me télécharge un fichier. Et ce fichier, il est magique. Il contient automatiquement tout le site en bonne qualité. Et vous pouvez envoyer ça à votre PO. Voilà, vous avez plus besoin de faire tous vos copier-coller et tout ce qui vont avec. Et attendez, et il y a encore quelque chose qui est encore mieux pour ceux qui vont développer sur des composants spécifiques. Là cette fois-ci je vais ouvrir la console CSS, je vais sélectionner un élément du DOM. Donc je sélectionne cet élément du DOM là, donc si on regarde, j'ai sélectionné uniquement celui-ci, puisque mon PO m'a dit de travailler sur cet élément là. Je vais retourner sur ma console ici, donc commande maj P, pardon, j'ai failli me tromper, et je vais taper screenshot, et là je vais taper capture node screenshot, et là qu'est-ce qui se passe? Il m'a capturé exactement le node, j'ai plus 3 pixels décalés sur la gauche ou 3 pixels décalés sur la droite, le PO qui me demande oui mais tu as croppé, tu as un petit peu croppé, j'ai exactement le nœud que j'ai développé qui est là. Donc ça permet aussi de récupérer une capture d'écran sur les éléments. Enfin, dernière chose,
Ici, si vous voulez faire du rétro-engineering, si vous voulez enlever une pub sur un site ou un wall, etc., je ne sais pas ce que vous en ferez, mais ce ne sont pas mes... il reste 10 secondes. En tout cas, ici, vous voyez, il n'y a pas d'ID où il n'y a rien, en tout cas, comme vous avez vu. Donc, si je devais faire un sélecteur, il faudrait que je fasse un sélecteur très complexe. Mais en fait, si je fais $0, j'ai directement accès à cet élément-là et je peux très facilement le modifier. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez scanner le code barre ici pour laisser un avis. Ce sera très utile. Et là, en haut à gauche, vous avez une cheat sheet qui reprend tout ce que je vous ai dit. Donc voilà. Merci beaucoup.